Si on s'intéresse à la sémantique du mot secte, cela vient du latin sequi, en fait, qui veut dire suivre, mais aussi, en fait, sécaré, en fait, signifiant couper et couper du monde extérieur par extension. Cette ambivalence, un acteur des sectes va en jouer. Il s'agit bien entendu du gourou. Nous verrons son profil psychologique dans quelques instants. Avant, il y avait Dieu et le ciel. Il y a maintenant vous et le monde numérique. Face à un monde en constante évolution, un monde en perte de repères, en permanence en quête de sens, j'ai décidé de faire intervenir un spécialiste du monde sectaire. Il est commandant divisionnaire de police honoraire, fort d'une expérience de 35 années dans différents services et auteur de sectes, mensonges et pièges à clics, cet officier de police s'est formé et spécialisé dans les mouvements sectaires. Nous allons l'accueillir comme il se doit sur les nouvelles autoroutes de l'information. J'ai nommé Gilles Margoton. Gilles, bonjour. Bonjour Aurélien. Alors, il y a une tradition oblige aux ondes clandestines qui est de se présenter et de retracer en fait son parcours. Donc, je vous laisse la parole et j'écoute attentivement car ce sujet est passionnant. Votre parcours l'est également en fait. Donc, à vous la parole. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, je suis commandant divisionnaire de police honoraire, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite depuis un an. Et j'ai effectué l'essentiel de ma carrière en Seine-Saint-Denis. J'ai passé 23 ans sur ce beau département. On apprend énormément. Et puis en 2009, j'ai quitté le judiciaire et je suis passé dans le renseignement. Alors le renseignement, c'était donc avant les renseignements généraux. Il y a eu plusieurs réformes qui se sont succédées avant d'arriver à celle qui est actuellement en cours. Les renseignements généraux se sont transformés dans renseignement territorial. Alors je suis arrivé au renseignement avec un bon bagage au niveau judiciaire, ce qui a pas mal aidé. Et puis Mhm. j'avais traité déjà une fois une enquête judiciaire par rapport aux sectes, puisque lors des élections municipales, un groupe sectaire avait créé sa liste et on m'avait demandé de regarder un petit peu à quoi ça correspondait. Effectivement, on avait une mouvance un peu trouble qui était originaire du Brésil et quelques représentants s'étaient donc annoncés en France et avaient fait preuve de ce qu'on appelle dans le renseignement d'entrisme, c'est-à-dire la capacité de pénétrer au sein des Mhm. administrations Ouais, c'est autres ça, pour c'est ça. l'immixtion en fait dans les affaires à la fois politiques mais aussi publiques, enfin un peu Voilà. diverses. Alors c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas véritablement, mais comme un lobby classique, les sectes peuvent pénétrer de temps en temps dans certaines administrations et puis mettre ce qu'on appelle aussi des agents dormants qui, à un moment précis, vont se réveiller et puis vont donner une information au groupe sectaire, notamment tout ce qui concerne les projets de loi, les choses comme ça. Et il peut y avoir un retour. Alors, ce ne sont pas toutes les sectes qui sont capables de faire ce genre de choses, mais néanmoins, ça reste une problématique. Mhm. Alors, donc, je parlais du renseignement. Donc, les missions au sein du renseignement sont variées. Ça va de l'analyse des événements sociaux, en passant par celui de l'islam radical, les fameux individus fichés S, et ce qu'on appelle les mouvances à potentialité violente, dont certaines sectes. Je Mhm. précise que le RT gère également la protection rapprochée des personnalités politiques lors de leurs déplacements et l'organisation même de ces déplacements. Vous êtes Alors, je resté me suis, combien de temps en fait dans la partie en fait au renseignement à peu près plus de alors 20 ans? au renseignement plus de 20 ans, donc depuis 2009, avec plusieurs postes en Seine-Saint-Denis, j'ai terminé ma carrière sur Montpellier en tant qu'adjoint en chef de service. Et je me suis intéressé aux sectes un peu par hasard en arrivant dans le renseignement. Alors, il m'avait peut-être un peu vu venir avec cette affaire que j'avais traitée, puisque le collègue partant à la retraite, on m'a demandé est-ce que tu veux prendre la suite. Je dis bon, n'y connaissant absolument rien, j'ai vu arriver dans mon bureau une camionnette un jour avec force dossier à l'intérieur, une armoire complète dans mon bureau. J'ai commencé à prendre un premier dossier pour voir ce que ça donnait. Je me souviens, c'était à 19 heures. Je suis rentré chez moi à 3 heures du matin. Oui. Après avoir, Votre vie de famille a dû en pâtir, non? alors la vie de famille en apathie, mais surtout je me suis trouvé complètement happé. C'est un peu comme dans le film Harry Potter, vous passez C'est à ça, travers l'armoire. direct.
Et c'était passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, je ne connaissais absolument rien aux mouvances sectaires, qu'elles soient millénaristes, qu'elles soient d'ordre templière ou autres, celles que l'on connaît dans les médias, mais il y en a également beaucoup d'autres et qui s'intéressent à, qui ont pour point d'ancrage énormément de sujets dans la vie. On parle du bien-être, de l'alimentation, de la santé, on peut parler de l'éducation également, la politique, comme je disais, les intéresse. Tout les intéresse à partir du moment où ça va pouvoir, à un moment, valoriser la Alors, doctrine. Donc, on va les voir ces sectes, on va les étudier un petit peu, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais avant toute chose, en fait, l'ouvrage manuel, en fait, sur lequel on s'appuie, c'est Sectes, mensonges et pièges à clics, voilà, que j'ai ici présent, voilà, c'est bien, je l'avais aussi. que j'ai là et qui est édité aux éditions en fait Ballant, Ballant. La mécanique de l'emprise mentale à l'ère du numérique. Vous le signez en fait, c'est un ouvrage assez important en fait qui fait 300 et quelques pages et qui finalement pour moi ça a été une bible dans l'explication en fait du phénomène sectaire. Alors, reprenons la dialectique, en fait, parce qu'il y a 2 choses. Il y a les signes distinctifs d'une secte et comment lutter, en fait, contre un groupe, d'organisations sectaires. Voilà. Ça, c'est la dialectique du livre, mais à travers ça, il y a d'abord l'histoire et j'ai un challenge à vous proposer, en fait, Gilles, c'est d'essayer de me résumer en quelques mots l'histoire des sectes, heu, su l'histoire des Durant, sectes. durant les siècles. Alors bon, je ne suis pas historien. Je voulais simplement préciser une chose, c'est qu'une secte se caractérise par une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, sanitaire, financier et familial d'une personne. Parce qu'en fait, il y a plusieurs distinctions, il y a plusieurs évaluations de la secte. Et pour faire court, on peut dire que la secte cherche à isoler, désociabiliser, endoctriner, déresponsabiliser une personne pour la pousser petit à petit ou plus ou moins rapidement, parce qu'on le voit avec Internet maintenant, la pousser à une perte d'autonomie ou encore une perte financière. Donc les victimes de ces agissements, qu'elles soient membres, anciens membres de la famille, peuvent engager dans déjà différentes actions. Alors l'histoire des sectes, elle est liée pour moi, et je le développe dans le livre, essentiellement à des révolutions industrielles. Si on prend la fin 19e, on s'est aperçu qu'on avait une révolution industrielle de par l'arrivée de l'électricité, la mécanisation, la machine à vapeur, ce qui fait que vous avez, alors on a commencé à parcourir un peu plus le monde, et puis cette évolution des technologies a créé des métiers, mais elle en a supprimé aussi. Donc ça a créé quand même un bouleversement au sein des sociétés, et Mmh. c'est à ce moment-là qu'est apparu le mouvement spirit. Alors le mouvement spirit, c'était pas simplement faire tourner les tables, c'était toute une philosophie qui, à un moment, a rejoint l'hindouisme. Il y a eu ce qu'on appelle un syncrétisme entre le christianisme et l'hindouisme, et puis des gens qui se sont positionnés en meneurs, on va dire en gourous, pour créer des apprentissages auprès de personnes qui, en général, parce que les sectes s'intéressent souvent à ceux et à celles qui ont de l'argent. Je veux dire, Mmh. ceux et celles qui n'ont pas de moyens Mmh. n'intéressent pas les sectes, Le lucratif. Quoi l'intérêt? sauf si elles ont des compétences, on va dire, dans certains domaines. Et donc ça s'est lancé. Un bel exemple au niveau cinématographique de l'emprise sectaire de cette période-là, c'est on revoit Sherlock Holmes de Guy Ritchie. On est alors d'une manière un peu exagérée, mais on est quand même dans l'ambiance de fin 19e Mmh. concernant cet engouement pour le spirit, pour le non expliqué. Bon, à cette époque-là, on avait les écrits de Jules Verne et compagnie. C'était assez marqué. Et donc voilà, donc je fais un parallèle avec ça. Et à cette occasion, il va y avoir première, la première personne qui pour moi est à l'origine du mouvement New Age, c'est Elena Blavatsky, une femme qui était originaire de la bonne société russe et qui, au travers de ses voyages, va revenir et va créer un mouvement avec d'autres personnes qu'on appelle la théosophie.
Mmh. Alors la théosophie, c'est une espèce de philosophie un peu molle qui justement fait un syncrétisme entre christianisme et hindouisme, et elle va parcourir les salons comme cela, elle va pouvoir avoir des fonds qui vont lui permettre d'écrire des livres et en même temps de faire ses voyages. Donc il va y avoir un certain succès au niveau de cela. Un petit peu plus tard, vers 1921, un de ses disciples qui s'appelle Rudolf Steiner. Alors Rudolf Steiner, Mmh. peut-être que les auditeurs ne connaissent pas, il a inspiré les écoles Waldorf-Steiner. Et en fait, il a créé, lui, une branche spéciale de la théosophie qui s'appelle l'anthroposophie. Mmh. Alors l'anthroposophie gère à peu près tous les thèmes sociaux, c'est-à-dire qu'on a l'éducation au travers des écoles Steiner, on a la médecine anthroposophique, Mmh. on a également les arts avec la danse, l'eurythmie, et puis on a également la culture avec les cultures en biodynamie qui sont assez signalées en ce moment, notamment au travers de la vinification. Alors la biodynamie, c'est pas à ne pas confondre avec le bio, mais on est sur les mêmes valeurs, à ceci près qu'il y a un côté très ésotérique au sujet de la méthode, puisqu'on doit planter telle heure, tel jour, à tel moment. Il y a des préparations où on doit tourner dans un Mmh. sens et pas dans l'autre. Ouais. Je résume un peu, mais si vos éditeurs se passionnent pour cela, il y a un ancien anthroposophe qui s'appelle Édouard Perrat, qui, lui, a écrit sur l'anthroposophie, qui est un mouvement qui est finalement peu connu, mais qui est un petit peu irradié. On a des gens comme Pierre Rabhi qui s'en sont inspirés. Euh, Mouvement sectaire, donc, hein. alors, mouvement sectaire, je ne vais pas qualifier de secte, mais si vous voulez, on a derrière quelque chose de très, très, très ésotérique, qui ne repose sur aucune science validée et qui pourrait induire en erreur, on va dire, certaines personnes. Pour ce qui est de la médecine anthroposophique, bon, on a des choses qui ne sont absolument pas validées par la communauté scientifique. Mmh. Pour ce qui est de la méthode au sein des écoles de Steiner-Waldorf. Là, je vous renvoie vers Grégoire Perra, qui est véritablement le maître en la matière pour dénoncer Mmh. justement cet esprit-là. Il y a effectivement un côté sectaire, et surtout le problème, c'est que, comme toute secte, il y a une rupture. Il y a une rupture avec le monde Mmh. extérieur. On vous dit que le Donc monde il y a ça, extérieur. il y a l'intérêt lucratif, il y a la coupure nette avec le monde extérieur, il y a la répétition en fait de missions à l'intérieur du mouvement ou de la secte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe? Vous avez toute une littérature à ce sujet. Et puis également des gens qui se positionnent, par exemple, vous ne pouvez pas lire certains livres, vous n'allez certainement pas aller au cinéma. Il y a vraiment cette rupture. De toute façon, le meilleur moyen de voir si une personne est entrée dans une secte, c'est c'est de constater malheureusement cette rupture entre l'ancien monde et puis le nouveau monde qu'elle va donc Mmh. adopter, et surtout l'impossibilité finalement pour elle de revenir en arrière. Lorsque l'on a quelqu'un dans une secte qui, à un moment, comprend ce qui lui arrive, c'est souvent du fait de... On peut pas en sortir naturellement en fait, il va Alors, falloir l'extirper. on en, on en sort, on ne peut pas en sortir si on n'a pas fait la démarche Mmh. personnelle. Et en général, les sorties de secte se font lorsque la personne constate que dans sa famille, parce que parfois vous avez une personne qui rentre dans la secte, mais avec toute la famille, et lorsqu'elle s'aperçoit par exemple que Vous avez le gourou... participé, vous, à des exfiltrations en fait de Non, victimes moi, de sectes? alors les exfiltrations, oui, enfin non, les exfiltrations, c'est pas un bon terme parce que si vous voulez, c'est très dangereux. Vous pouvez pas retirer violemment une personne d'une secte Mmh. parce que elle aura toujours un pied dans la secte. Comme je dis, D'accord. après la sortie de la secte, après l'emprise, l'empreinte est encore là. C'est-à-dire que il faut un travail assez long, psychologiquement parlant, Mmh. pour qu'on puisse sortir une Il faut personne que d'une ce secte. soit Si, progressif. pour que ce soit Progressif. progressif. Alors, sauf s'il y a un danger, notamment un danger concernant un suicide collectif, ce qui est arrivé pour l'ordre du C'est Temple solaire solaire. il y a déjà quelques années, c'était en 94-97. C'est là d'ailleurs en France où tout s'est mis en branle pour créer la mission interministérielle et puis Mmh. prendre un petit peu
le pouls, savoir un peu comment fonctionnent ces mouvances-là. Et donc, voilà, donc c'est très, très ardu de faire sortir une personne d'une secte sans qu'il y ait un travail psychologique avant, et puis même après d'ailleurs, puisque cette empreinte sectaire Alors est ça encore là. m'amène, alors ça m'amène à une question naturelle. En fait, comment fait-on pour lutter efficacement contre une secte? Alors la lutte, elle est avant tout, il s'agit avant tout d'observer, et c'est d'ailleurs là l'émission du renseignement, observer comment fonctionnent certains groupes. Il va y avoir des sectes dangereuses, il va y avoir des sectes qui le sont moins, où l'emprise est moins marquée. Et pour les familles, ce qui est le plus important, si l'un de leurs membres rejoint une secte, c'est de surtout ne pas couper le contact. C'est-à-dire faire la leçon à cette personne qui va vous expliquer que dans la secte, tout va bien, elle a trouvé enfin un équilibre. L'important, c'est de ne pas couper le contact, voire même d'aller avec elle, de l'accompagner, en faisant attention soi-même de ne pas tomber dans cette emprise, Piège. mais surtout de ne pas rompre le contact. Et c'est très difficile parce que quand vous avez, je ne sais pas moi, un fils ou une fille qui s'en va et qui vous dit je vais rejoindre une mouvance sous-coupiste euh, dont la doctrine est que les extraterrestres sont parmi nous. Mm. Alors je force un peu le trait, mais c'est très difficile de ne pas lui faire entendre raison, lui. Non, mais enfin, qu'est-ce qui se À un passe? moment donné, on est en Voilà. sidération. On est en sidération. Il y a un effet de sidération, donc il faut vraiment pas lâcher et puis accompagner cette personne le plus loin possible, tout en se protégeant soi-même. Mais Mais c'est oui. très très difficile. Moi, je suis un peu, on est contre d'une manière générale, nous, ces fameuses exfiltrations qui à un moment avaient été médiatisées. Bien entendu, si on craint un suicide ou une action violente, il faut le faire. Mais autrement, il faut passer quand même par le dialogue qui est difficile. Si effectivement le gourou, ou tout du moins le groupe sectaire, empêche cette personne de parler. Je lisais pas plus tard tout à l'heure un article sur les témoins de Jéhovah. Mm. Et dans cet article, les témoins de Jéhovah nous disent qu'ils ne sont pas du tout sectaires, mais qu'il est difficile d'entrer chez eux, mais qu'il est facile d'en sortir. Moi, je veux bien entendre cela, sauf que la Mivilude reçoit plusieurs dizaines de signalements par an les concernant. Et là, ils restent toujours chez eux quand même, à un côté assez fermé, puisque même si les gens arrivent à en sortir, lorsqu'ils reviennent dans le Mm. monde, comme on Oui, dit, oui, bien sûr. ils sont complètement déboussolés. Et là aussi, il faut une assistance psychologique très, 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 très forte, très marquée, Vous parce me... que leur famille est restée à l'intérieur, ils ont encore des amis à l'intérieur et ils peuvent être tentés de retourner Dans la au sein de secte. la communauté. Et vous me parliez de Tom Cruise, en fait, en off, parce que comme symbole un peu de la scientologie, en fait, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, en fait, sur lui et sur les JO, par exemple? Alors, moi j'ai pensé, lorsque j'ai vu la clôture, la cérémonie de clôture des JO et la descente de Tom Cruise sur un fil, Ouais. moi j'ai pensé aux victimes de la scientologie, qui sont nombreuses tant en France que surtout aux États-Unis, où la scientologie fait beaucoup parler. Tom Cruise est un peu la vitrine de la scientologie. C'est une star, c'est certain, mais on s'aperçoit que depuis, il a dû intégrer cette secte il y a fin des années 80. Ça lui a Mm. coûté un mariage et puis un autre mariage, et puis sa fille apparemment ne veut plus lui parler. Elle a même envie de changer de nom. Mm. Et de voir les gens tout autour de Tom Cruise. Alors je parle des gens. Il y avait les autorités, je ne dirais pas lesquels, et puis quelques spectateurs se faire Mm. prendre un selfie avec Tom Cruise. Moi, j'ai pensé aux victimes qui, effectivement, Mm. n'ont pas dû apprécier. Moi- Après, il y a cet effet de ce que j'appelle, moi, un effet d'aura autour de Tom Cruise. C'est pareil ouais. ça pourrait être pareil pour John Travolta, qui est un membre aussi de la Scientologie. Cet effet d'aura vous fait oublier qui est le personnage, en gros. Le personnage dispose d'une aura tout autour de lui, et même si on apprend par la suite qu'il y a eu certains problèmes avec lui, on peut penser à ce qui se passe avec l'abbé Pierre Mm. actuellement. Mm. L'abbé Pierre qui apparemment, semble-t-il, en aurait profité également de cette aura.
les gens oublient complètement qui est le personnage. Et donc, ça va le populariser de plus en plus. Il ne faut pas oublier non plus que moi, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis et la Scientologie a ouvert son Celibri Center, son dernier centre, en Seine-Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, en plein milieu du quartier d'affaires, avec quelques sièges d'entreprises célèbres à proximité, SNCF, vous avez la FNOR, vous avez d'autres entreprises également. Et à mon avis, ils vont cibler les cadres qui travaillent dans ces entreprises-là pour faire de la communication au départ. C'est toujours sous couvert de développement personnel. Mmh. On interpelle les gens dans la rue, on leur fait faire un test. À la fin du test, ils s'aperçoivent qu'ils sont foncièrement mauvais. Et là, ce sont les méthodes un petit peu de développement personnel. La scientologie progresse en disant ben, nous avons quelque chose à vous offrir, venez nous Mmh. voir. Et puis ça peut passer. Ça commence un peu comme ça. Alors on va s'intéresser à présent à l'acteur central des sectes, le gourou en fait. Gourou, si je ne m'abuse, en fait, ça veut dire en sanskrit vénérable, il me semble. Vénérable, oui, on a utilisé ce terme pour présenter, on va dire, le ou la personne. Alors ça peut être un gourou, ça peut être une entité désincarnée au sein de cette secte, mais il y a toujours un groupe qui commande et qui va intimer aux adeptes de participer dans un premier temps, parce que c'est toujours comme ça. Lorsqu'une secte vous approche, elle est très séduisante. Alors ça peut être sous couvert d'une association, bien entendu, c'est pas marqué secte sur l'association qui va vous aborder, et sous couvert d'une participation, sous couvert d'une découverte, on va dire, d'un groupe, d'une nouvelle famille. On a cette première étape de ce qu'on appelle le love bombing, qui va après Mmh. devenir un engagement. On va vous solliciter pour travailler, poser des affiches ici, participer à tel ou tel groupe ici ou là. Et la personnalité du gourou, il y a deux personnalités particulières. On peut commencer par le gourou escroc, qui lui a créé son mouvement uniquement soit pour profiter des adeptes sexuellement ou autre, soit pour vider leur compte en banque. On a tendance à dire que ce genre de gourou est un gourou raté. Puisqu'à un moment, il va se faire découvrir et puis les Il va se procédures faire avoir. judiciaires. Voilà. J'ai un exemple tout bête, c'est Grégory Griboroy, qui est un Oui, Russe qui récemment, d'ailleurs une vidéo là-dessus sur LinkedIn, a mis en vente un appareil de vibration quantique. Alors, d'accord. c'est-à-dire que vous achetez cet appareil qui ressemblait à un petit ampli avec deux lumières. Et cet appareil était censé vous guérir d'à peu près toutes les maladies. Et Oui. là, il se trouve que justement la personne qui en parle est un électronicien qui a ouvert l'appareil et qui a constaté qu'à l'intérieur il n'y avait rien du tout, pas grand-chose, et que cet appareil avait été vendu à une personne qui avait un cancer et qui est depuis décédée. Et c'est sa famille qui a remis cet appareil à cet électronicien. Là, on a l'exemple d'un gourou russe qui a dû monter son entreprise en Suisse et qui, lorsqu'on étudie un peu, lorsqu'on regarde un peu ses écrits, se prend pour Dieu, tout simplement, Mmh. Mmh. peut se prendre pour Jésus, en fait, le Fils de Dieu, et aurait la possibilité de ramener les morts à la vie. La chose que Hadès, dans la mythologie grecque, ne parvenait même pas à Ne faire. parvenait pas. Oui. Donc voilà. Donc là, on a un gourou escroc qui a déjà été suivi en Russie et condamné même pour des faux. C'est le Ouais. premier type de gourou. Après arrive un gourou qui, lui, au fil des années, alors il y a certainement une pathologie. Déjà, il y a un ego démesuré. Démesuré. Ouais. Et ce profil de gourou, lui, est pathologique et est nettement plus inquiétant puisque il va diriger le groupe ou la secte selon un petit peu ses envies. Il y a quelque chose de très pervers et de très narcissique là-dessus, puisqu'il va modeler. Alors déjà, il faut une capacité de convaincre hors norme, je dirais presque un don, mais ça peut être. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là précis de votre énoncé, dire que Tom Cruise, par exemple, est un gourou?
Non, non, c'est Non, un suiveur. non, Il c'est un suit, il suiveur. suit, et alors il suit, il est utilisé par David Miscavige et la scientologie D'accord. pour promouvoir la scientologie. Il promeut Ouais, la scientologie. Il en avait ouais, parlé, je me souviens d'une interview où il sautait sur son siège à chaque ouais. fois qu'on lui parlait de scientologie Mais lui, c'est un en riant. suiveur, en fait. Ça veut dire qu'en fait, il C'est plutôt, influence, mais c'est un suiveur. non, non, c'est pas quelqu'un qui normalement, alors il va convaincre, il va dire que la scientologie c'est très bien, mais c'est pas quelqu'un qui va nécessairement convaincre. Il convainc naturellement de par son aura, de par son image, Oui, voilà. Donc il attire à lui de par d'accord. l'image Ok. du comédien, et Mm, après il mhm, diffuse de temps en temps cette image de la scientologie. mm. Pour lui tout va bien. Pour lui tout Après, va bien. il y a des gourous qui sont aussi célèbres. En fait, je pense à Charles Manson, par exemple. Des Alors gourous, Charles Manson dans sa Charles Manson dans démesure. la famille, alors là on avait vraiment une pathologie très grave. Moi, je pensais à un autre gourou qui s'appelle Raël, qui lui fait Ah partie du oui, mouvement des Raéliens. ufologique. Voilà, les Raéliens. Donc ça, c'est quelqu'un qui, à force de raconter qu'il avait été, Ils persuadent. Ouais, qu'il avait, oui, il persuade, mais il s'auto-persuade ils aussi. se persuadent. Et ça c'est quelque chose parce que c'est quand même difficile pendant 30, 35 ans, 40 ans de raconter toujours la même chose. Je me souviens que les premières fois, Raël avait parlé de cet enlèvement devant Jacques Chancel. Ça remonte Ah à oui, très je très me loin. souviens. J'ai vu. Le profil de Claude Vorillon, parce qu'on va l'appeler Claude Vorillon, c'est son nom, c'est un ancien journaliste, un ancien chanteur qui n'a Ouais. pas réussi véritablement. Il était également journaliste sportif. C'est quelqu'un qui est fasciné par les soucoupes volantes, mais également par les belles voitures, on peut le dire, puisqu'il il adore ça. Donc, ressasser constamment pendant 35 ans, voire plus, La même chose. la même chose, avec quelques variantes quand même. Si on écoute un peu les Ouais. interviews, on s'aperçoit qu'il a un petit peu varié, mais il en a tiré un profit personnel. Je vais pas aller plus loin parce que c'est un Mhm. peu graveleux. Mhm. Et puis après, ça a créé une véritable. Puis après, ces gourous-là, en fait, ont eu un engouement fou grâce à la multiplicité, par exemple, des canaux de communication. Ça favorise. Alors les canaux de communication, oui. Alors c'est vrai que le boom d'Internet a énormément profité aux sectes. Avant, c'était les rendez-vous des sectaires, c'était par le biais de séminaires ici ou là, dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle salle. Avec le boom d'Internet, ça a démultiplié cela par un chiffre infini, quoi. Et donc, sur Internet, les sectes se sont immiscées et s'y sont trouvées très bien parce qu'elles ont euh, des compétences en matière de marketing. Elles proposent soit une doctrine, soit des produits qui sont rattachés. Et les algorithmes, eux, vont prendre en compte tout cela, vont regarder finalement si le site est bien tenu, si on ne fait pas Mhm. de promotion de la pédophilie ou autre. Ça, Google est intransigeant là-dessus. Mais autrement, si le site est bien foutu, que le code s'écoule Et ça normalement, passe. qu'importe ce qu'il y a dans le site, ça passe. Ça Mhm. passe. Donc, Mhm. les gens se Ça retrouvent à la passe aux fois yeux de Google, en fait, mais pas à vos yeux, à vous, agents de renseignement, par exemple. même particuliers moyens. Il y a certaines choses qui ne passent pas, effectivement. Vous Voilà, c'est pouvez. ça. Alors, on a maintenant sur le dark web ou autre, on a la possibilité de faire des réunions, des webinaires en choisissant bien comme il faut les personnes qui vont venir. Donc ça se développe énormément. C'est très pratique pour les sectes pour communiquer. Et les sectes ont véritablement profité d'une manière très mercantile d'ailleurs du boom d'Internet. Il n'y a pas eu d'interdiction particulière. Au contraire, elles en ont profité. On les Mhm. voit à peu près de partout. Et puis après, sur le net, sur le darknet ou autre, moi j'ai commencé, je me suis intéressé par exemple sur le jeu Second Life. C'était un jeu de réalité augmentée où vous pouviez créer votre propre univers, votre propre personnage, vos Oui. propres avatars. Et donc moi je m'étais intéressé à ce jeu puisqu'on m'avait dit qu'on y retrouvait principalement toutes les sectes. Et je me suis effectivement perdu, on va dire, sur ce jeu et j'ai retrouvé des Raéliens, j'ai retrouvé Et des c'est vrai, en scientologues. fait, en soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai, vous pouvez retrouver tout le monde. Ouais. Plus certaines Excellent. C'est un communautés un jeu, petit peu. rappelons Second Life, c'est un jeu massivement multijoueur, c'est ça? C'est ça, massivement multijoueur. Alors qu'il y a moins de succès, hein, parce il a eu du succès il y a 10-15 ans, maintenant c'est un peu moins. Mais c'est pas grave, de toute façon, sur le méta, les sectes
vont également s'implanter et puis proposer leurs produits, que ce soit dans des Mmh. domaines variés. Donc je Oui, pensais notamment à l'alimentation. elles s'adaptent à leur environnement. Enfin, voilà, Voilà, elles s'adaptent. Et puis, moi, je parle même pas de sectes, je parle de véritables entreprises sectaires. Ce mmh. sont des entreprises sectaires qui manipulent le marketing d'une manière admirable et qui peuvent d'ailleurs même engager des gens qui ne sont pas de la secte pour justement développer ces méthodes marketing. Les gens diront, les spécialistes diront, bah nous, on fait juste le packaging et après, ce qu'il y a dedans, ça Mmh. ne nous concerne pas. Ouais. Mais après, ça peut entraîner des problèmes Mmh. assez importants. On a vu en fait le gourou en fait exerce une fascination. En fait, il y a d'autres éléments, notamment sur les épiphénomènes en fait sur les sectes. Le complotisme. Le complotisme en fait c'est un phénomène. Est-il finalement un dérivé sectaire? Alors, c'est le complotisme et le conspirationnisme ont toujours été utilisés par les sectes pour justifier leur doctrine à eux. Il y a la secte, le groupe, et puis le monde à côté qui est foncièrement mauvais. Et pour développer cela, pour dire qu'il est foncièrement mauvais, ben, il faut effectivement dire que tel ou tel homme ou femme politique fait partie des Illuminati ou je ne sais quoi. Et on peut dire maintenant, avec le développement d'Internet et puis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que le complotisme, je fais souvent la comparaison avec l'hydrogène, qui n'est Mmh. pas une source, qui est pas une source d'énergie, mais qui est un vecteur d'énergie. Eh bien, le complotisme pour les sectes est devenu un vecteur d'énergie. Ça leur permet de faire passer une parole complotiste qui, à un moment, leur permettra de justifier le fait d'intégrer ce groupe. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, c'est parti d'une façon assez incroyable. Tant et si bien que si vous êtes scientifique et que vous voulez démontrer que ce qui est marqué dans un commentaire est complètement faux, vous pouvez faire un commentaire correctif, mais les algorithmes, au fur et à mesure que les corrections arrivent, vont mettre en avant le premier commentaire qui va revenir et qui sera forcément de plus en plus popularisé. Donc en somme, si vous commentez sur Internet, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez populariser ce que vous Mmh. dénoncez. Mmh. C'est Ouais. assez particulier. C'est assez particulier, oui. Bah, justement, sur les sectes, en fait, on va parler, il y a Jésus-Christ, en fait, au tout début, appartenait à une secte, en fait, la secte des Esséniens. Alors à cette S époque-là, il y avait beaucoup Beaucoup de mouvements, de mouvements sectaires. Et c'est vrai qu'au départ, les Romains ont pris Jésus comme étant une secte ordinaire. Alors, moi, je précise bien quand même que mon livre, je le précise en entrée d'ailleurs avec une citation oui, d'un poète perse, Farid ouais, ibn Attar. ouais. Je parle son œuvre, c'était donc la conférence des oiseaux. Alors, la conférence des oiseaux, moi, ça m'a fait penser à Twitter immédiatement, alors, qui est devenu X par la suite. Oui. Et c'est une allégorie où plusieurs oiseaux vont entreprendre une quête pour aller chercher leur roi et traverser divers déserts. Mais chaque oiseau a sa personnalité et on s'aperçoit que chaque oiseau finalement a sa propre quête. Et à la fin, on va s'apercevoir, on va connaître la personnalité des oiseaux et la quête finalement, c'est la quête de soi-même. Et ça renvoie Excellent. vers vers ce que chacun peut croire. Je dis, on a tous envie de croire en quelque chose, ça c'est Mmh. évident, mais simplement les sectes viennent usurper cette croyance. Je dis Puis ils souvent viennent que, demander de l'argent aussi, en fait, donc alors, quelque part. non seulement demander de l'argent, mais ça peut être également des faveurs, ça peut être, c'est souvent de l'argent, mais ça peut être du travail, ça peut être Des du travail missions. d'ici, des missions. Il y a, Elles vous donnent des missions et elles vous habituent, elles vous il y a, conditionnent, Voilà, elles vous a il y a un esprit missionnaire. Et je dis souvent que le croyant croit et le sectaire sait. mmh. Il sait et en même temps, il va vouloir vous convaincre. Donc voilà, donc c'est pas en tout cas, Donc c'est vrai oui? on oppose souvent secte et religion, mais en fait, il faut bien savoir que la secte, c'est une usurpation de la religion, une réinterprétation, c'est sûr, mais souvent une usurpation pour masquer d'autres ambitions.
Les biais cognitifs à présent qu'il faut connaître sur cet univers, l'univers des pratiques sectaires, quels sont-ils, ces biais Alors, cognitifs? j'en ai ciblé 8. Tout d'abord, j'ai parlé du biais émotionnel sur Internet qui vous pousse à commenter une citation qui ne vous plaît pas, et puis en commentant, vous allez plus ou moins maladroitement populariser cette affirmation. En second, on a un biais de confirmation très pernicieux. Donc, si votre cerveau a tendance à confirmer vos raisonnements préconçus, néglige également les informations qui vont pas dans son sens pour éviter Mmh. toute dissonance cognitive. Et là, c'est pareil, on le voit sur Internet, vous faites vos choix, mais en même temps, vous orientez vous-même ces choix-là. Vous pouvez très bien poser une question, mais déjà en posant la question, vous orientez. Euh, en troisième, on a le biais de popularité. Donc là, je prends l'exemple de Qui veut gagner des millions, diffusé en 2015. Là, c'était Jean-Pierre Foucault qui posait la question, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre, Mars, Vénus, le Soleil ou la Lune? Et là, le candidat ne sait pas. Alors, il fait confiance au public et le public lui dit c'est le Soleil qui tourne autour Mmh. de la Terre. Et il répond le Soleil. Donc là, il est victime d'un biais de popularité. Bon, tout le monde a compris que c'était la Lune qui tournait autour Mmh. du Soleil, de la Mmh. Terre. La Terre. Mais le biais de popularité a fait en sorte que ce candidat a perdu. On a en quatrième le biais de l'argument d'autorité, sous-entendu, bon, je prends un exemple, vous êtes commentateur sur BFM TV, vous êtes un spécialiste d'une question et donc le spectateur doit automatiquement vous croire. Sauf que en tant que sachant, vous pouvez avoir des connaissances limitées sur cette question, tout en faisant croire le contraire dans l'objectif de la caméra. En cinquième, je l'ai mentionné, c'est l'effet de halo. Donc ça, c'est effectivement une, L'effet Tom Cruise. une L'effet Tom Cruise. personnalité, l'effet Tom Cruise, où on va voir les gendarmes et les policiers se faire photographier à côté. Mmh. En 6, on a le biais de surconfiance, qui est un effet, c'est Dunning-Kruger qui les deux chercheurs qui l'ont prouvé. Ça, vous avez confiance en vous par rapport à un sujet que vous croyez maîtriser et vous passez pour être maître de ce sujet-là. Et à la fin, vous pouvez tomber sur des questions difficiles auxquelles vous n'allez pas forcément répondre et vous allez peut-être vous tromper dans l'énoncé. En 7, on a l'effet de simple exposition. Donc là, c'est l'augmentation d'un sentiment positif envers quelqu'un, quelque chose, lorsque nous y sommes soumis plusieurs fois. L'abbé Pierre a Mmh. subi cet effet de simple exposition, puisque on en parlait d'une manière toujours très gentille, et puis on s'est aperçu que la personnalité était un petit peu difficile. Alors j'ajoute que la presse, dans ces cas-là, participe souvent à ce genre de choses. Il n'y a qu'à lire Boissy, Gala, Paris Match Oui. pour s'en apercevoir. Une certaine presse, Mais, du moins. mais aussi, puisqu'on pense aux grands capitaines d'industrie, on a les mêmes exemples avec les challenges et les échos. Vous voyez constamment revenir la même personne, Mmh. puis après, vous apprendra qu'elle est tombée en banqueroute. Alors là, surprise. Et en Mmh. fait, et enfin, le dernier, c'est le biais de révélation. Si vous n'êtes pas un mouton ou un agent du système et que vous faites vos propres recherches sur Internet, vous pouvez être victime de ce biais de révélation. C'est le huitième et dernier biais. Vos orientations vous sont dictées par vos propres recherches, suivant les sujets qui vous intéressent, vous seul, et vous constituez dès lors votre propre piège cognitif au sein de votre Mmh. bulle en utilisant le référencement Internet déjà ciblé, qui va, au travers de vos recherches, vous faire agréger certaines bulles, et certaines bulles sont parfois très éloignées les unes des autres. Voilà pour les 8 biais cognitifs que je développe effectivement dans le livre. Cette émission touche presque à sa fin. Tradition oblige encore aux zones clandestines. En fait, vous avez le mot de la fin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et c'est maintenant. Alors le mot de la fin, ce serait un mot lancé à l'ensemble des autorités et puis des personnes qui peuvent être en contact avec les sectes. Si vous avez quelqu'un qui vous semble tomber dans ce domaine, surtout ne le lâchez pas. Continuez d'avoir des contacts avec lui. Moi, j'espère que on parle beaucoup d'ordre en ce moment. J'espère que l'ordre public ne sera pas à nouveau perturbé par une secte nocive telle qu'on a pu le voir pour l'ordre du Temple solaire et des suicides collectifs.
parce que c'est vrai que ça remonte à très loin. On a peut-être un peu oublié tout cela. Je ne souhaite pas le revoir en tout cas. Et puis méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet. Vérifiez vos sources. Ça, c'est important, tant dans le domaine du renseignement que dans le domaine de chacun d'entre nous. Lorsque l'on est sur Internet, vous avez une information, vérifiez cette information. Constamment, constamment, vérifiez-la, recoupez vos sources pour ne pas tomber dans le piège. Très, très bien. En fait, merci, Gilles, en fait, pour cet, exposé passionnant, décryptage, de l'univers sectaire. Je rappelle, en fait, que votre livre est toujours disponible, Sectes, mensonges et pièges à clics, c'est aux éditions Ballant. Alors Ballant, j'en oui. profite également pour vous dire que j'avais aussi le Labo des sectes, un Ah des oui. seuls livres où vous avez un QR code sur la couverture, QR code qui renvoie à la définition de la secte de Jean-Pierre Jougla, qui est pour moi un des grands spécialistes français de la secte, mais sa définition est un peu longue, donc je n'avais peut-être pas le temps de. Je terminerai avec cette citation que vous citez au tout début de votre livre, en fait, de Farid Oud-Din Ammar sur la conférence des oiseaux. Il y a une différence entre connaître le chemin et cheminer. Tout à Merci fait. de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre univers des épisodes de la sécurité. Merci, Gilles. Merci Aurélien. Au revoir. Au revoir.